Je m'appelle Jessica, je suis la cofondatrice des éditions des Saints-Pères et les éditions des Saints-Pères, c'est une petite maison d'édition indépendante qui a pour mission, pour vocation de publier la reproduction de manuscrits de grandes œuvres. C'est une maison qui est née donc il y a quelques années maintenant, il y a 7 ans, en 2012, qui est née à partir de plusieurs idées qui se sont rencontrées, la volonté de faire de l'édition autrement et puis de mettre en valeur une catégorie de documents qui sont les manuscrits, qui sont extrêmement émouvants, qui sont des documents souvent historiques, évidemment littéraires dans notre cas. Et c'est suite à une exposition sur les brouillons d'écrivains, donc un petit peu une entrée dans les coulisses et dans le laboratoire d'écriture de grands auteurs à la BNF, que l'idée a fait son chemin et que nous avons décidé de créer cette maison. Alors c'est une question qui est vaste et en fait l'envie de publier un manuscrit évidemment elle naît d'une passion et ensuite il y a la faisabilité du projet, c'est-à-dire qu'il y a certains manuscrits qui ont disparu, certains manuscrits comme le Voyage au bout de la nuit, pendant 60 ans on a ignoré où il pouvait se trouver et puis il a réapparu il y a pas si longtemps d'ailleurs, au début des années 2000 lors d'une vente aux enchères. Ça a été évidemment une surprise dans tout le monde de la bibliophilie, du monde du manuscrit, de la littérature. Donc est-ce que le manuscrit existe? Est-ce qu'il est en suffisamment bon état pour qu'on en fasse une reproduction avec les critères et les standards qui sont les nôtres, puisqu'on essaye vraiment d'avoir des livres qui soient les plus beaux possibles, hein, que ce soit de beaux objets, c'est une des missions de la maison. Et ensuite, voilà, est-ce que les héritiers concernés seront d'accord? Dans quelle mesure on va pouvoir mettre en valeur le texte? Il y a tout un ensemble de questions qui se posent et qui se posent différemment en fonction de l'objet, en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve et en fonction évidemment des acteurs concernés. Elle apporte plusieurs choses. Alors, sur un plan, je dirais, émotionnel et artistique, cette reproduction que nous faisons de documents historiques, elle a une valeur presque patrimoniale. C'est presque comme si vous aviez un petit pan de la littérature chez vous, puisque ce sont vraiment des documents d'exception en général. Je parlais du manuscrit du Voyage au bout de la nuit, mais on a par exemple aussi proposé le manuscrit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui est un chef-d'œuvre, évidemment, je vais l'apprendre à personne. Et quand on a une petite partie, même si ça n'est qu'une reproduction de ce patrimoine, ça représente quelque chose. Après, sur un plan plus intellectuel, évidemment, on peut s'attacher à faire ce qui s'appelle de la critique génétique, c'est-à-dire à comparer la version manuscrite avec la version qui va être publiée, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose. Dans le manuscrit, vous avez quoi? Vous avez des ratures, vous avez des hésitations, des repentirs, vous avez même parfois des passages qui ont été sucrés, soit par l'éditeur, soit par l'auteur ensuite, ça dépend du processus qui a suivi et de la relation qui existe entre l'éditeur et son auteur. Mais donc, on a accès à tout ça, on a accès à une écriture en train de se délier, en train de se poser sur le papier et qui ne sera peut-être pas gardée telle qu'elle. Et parfois, évidemment, ça donne lieu à une compréhension de l'œuvre ou de l'auteur qui est particulière. Pourquoi est-ce qu'un auteur a décidé de changer de titre? Pourquoi est-ce que Proust a décidé d'appeler son premier manuscrit de La Recherche du temps perdu Les Intermittences du cœur? Pourquoi est-ce que dans les brouillons, et ça n'est que dans les brouillons qu'on a accès à ce genre d'informations, pourquoi est-ce que dans les brouillons, il a décidé que la madeleine était un toast puis une biscotte? C'est évidemment une anecdote amusante, mais il y en a beaucoup d'autres qui nous révèlent infiniment plus de choses, plus, je dirais, peut-être plus capitales, en tout cas pour l'histoire de la littérature. Ça n'est visible que dans les manuscrits. Oui, alors c'est vrai que ça fait partie, et c'est chouette que vous le souligniez, c'est une de nos volontés de départ qui est de se dire qu'on restaure les images des documents comme on restaurerait des tableaux pour vraiment donner la sensation au lecteur qu'il a le vrai. Donc on a effectivement un vrai travail graphique autour des images pour tendre vers ce résultat. Alors évidemment qu'on ne dénature pas le document lui-même, c'est-à-dire qu'on ne va pas, s'il y a une tache d'encre, s'il y a une rature, on les laisse, on est dans l'authenticité. Mais on va s'efforcer de restaurer, comme une peinture, l'état de vieillissement du document, voilà, pour qu'il retrouve cet éclat d'origine. Alors dans les réalisations récentes dont on est très fiers, il y a par exemple La Nuit des Temps de Barjavel. C'est un manuscrit qui est
absolument somptueux qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, qui n'était pas numérisé, donc qui a nécessité une intervention de notre part. On a financé cette numérisation. Ce en quoi, évidemment, et ça fait partie aussi, je dirais, des missions plus annexes qu'on peut se donner. C'est-à-dire que grâce à l'intervention d'un acteur privé, nous, il y a une numérisation qui est faite de certains documents qui ne le sont pas toujours, et donc une sauvegarde du patrimoine, en tout cas sur ce plan-là. Et puis là, avant l'été, donc on est sur des manuscrits qui sont formidables. Nous avons le manuscrit de Mrs. Dalloway, donc de Virginia Woolf. Ce sont des carnets d'une première version complète qui sont conservés à la British Library à Londres et qui portent le titre The Hours. C'est un manuscrit qui regorge d'anecdotes qui en disent long sur l'auteur et sa manière de travailler. Et puis on a également le manuscrit d'Autour de la Lune de Jules Verne pour les 150 ans de la publication du roman et pour les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, donc pour juillet. Là, spontanément, je vais vous dire le portrait de Dorian Gray parce que aussi je l'ai relu récemment, que je l'ai trouvé tout aussi éblouissant. C'est ça, en fait, c'est une question qui est compliquée parce que, évidemment, qu'en fonction des époques où on découvre un livre, on ne va pas éprouver les mêmes choses. Et pourquoi je vous dis le portrait de Dorian Gray ? Parce que je l'avais lu il y a très longtemps, parce que je l'ai relu il y a un peu moins longtemps et que je l'ai relu récemment et que je dirais que c'est un des rares livres qui me laisse toujours le même parfum, le même éblouissement dans le style, dans la langue, dans ce que ça nous permet d'approcher de l'œuvre de Wilde. Et voilà, c'est celui que je vous dis maintenant. Mais voilà, reposez-moi la question dans un quart d'heure.